Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de faire le deuxième cas clinique du dossier Résidana Alger 2022. Alors, on entend directement le texte. Alors, on a un horizon de sexe féminin, âgé de 19 mois, originaire et demeurant à Gigi. Consulte pour fièvre au long cours. Notion d'habitat rural et de chien malade dans l'entourage. Le début de la symptomatologie remonte à 2 mois, marqué par l'installation progressive d'une fièvre légère associée à une diarrhée pour lesquelles l'enfant a reçu un traitement symptomatique. D'accord? 10 jours après, le tableau clinique s'est complété par l'aggravation de la fièvre dépassant 39 degrés Celsius, rebelle ou antipyrétique, avec une allure anarchique, l'apparition d'une distension abdominale importante et une asthénie. Plusieurs traitements antibiotiques ont été prescrits sans résultat. D'accord? L'examen à l'admission. Le poids, c'était 8 kg et 200 g. La la taille, c'est 83 cm. Le périmètre carânien, c'est 44 cm. Et la température, 39,9 degrés Celsius. Très bien. Avec un mauvais état général. Et la notion de pâleur tétano-muqueuse marquée. D'accord? Avec un abdomen souple. L'abdomen est souple. Il y a aussi la notion de splénomégalie atteignant la fosse iliaque gauche et une hépatomégalie avec une flèche hépatique à 10 cm. D'accord? Alors on a quoi? On a un horizon, d'accord, âgé de 19 mois, originaire et demeurant à Gigil, qui consiste pour une fièvre au long cours. D'accord? Et il y a la notion d'habitat rural et surtout la notion, d'accord, de chien malade dans l'entourage. Alors, chien malade dans l'entourage. Le début de la symptomatologie remonte à 2 mois, marqué par l'installation progressive d'une fièvre légère associée à une diarrhée, d'accord, pour lesquelles l'enfant a reçu un traitement symptomatique, mais toujours sans résultat. L'essentiel, ce tableau clinique, s'est complété par l'aggravation de cette fièvre qui a dépassé 39 degrés, d'accord, mais toujours rebelle ou antipyrétique, avec une allure anarchique. C'est-à-dire parfois elle est augmentée, parfois elle est abaissée, etc. Il y a la notion d'apparition d'une distension abdominale importante et une asthénie, c'est-à-dire une altération de l'état général. Plusieurs traitements antibiotiques ont été prescrits, mais toujours sans résultat. L'examen à l'admission, voilà, le poids c'est 8 kg et 200 g, la taille c'est 83 cm, périmètre carânien 44 et la température 39,9 degrés Celsius. Mauvais état général, pâleur tétano-muqueuse et abdomen souple, splénomégalie, hépatomégalie et flèche hépatique à 10 cm. Alors, on entame directement la première question. La première question, quel est le diagnostic le plus probable? Cochez la réponse juste. Alors, le cause aiguë, leishmaniose viscérale, lymphome abdominal, paludisme ou la brucellose. Alors, on commence par la première proposition. Le cause aiguë. Bon, généralement, tout simplement, les leucémies aiguës donnent quoi? Sur le plan biologique, vont donner une pancytopénie. La traduction de cette pancytopénie sur le plan clinique, c'est quoi? Alors, on a quoi? Une anémie, thrombopénie et une leucopénie. D'accord? Qui dit une anémie, c'est-à-dire on trouve quoi? Une pâleur tétano-muqueuse. D'accord? Qui dit une thrombopénie, on trouve quoi? Un syndrome hémorragique. D'accord? Et qui dit une leucopénie, on trouve un syndrome infectieux. Voilà, c'est pas le tableau. D'accord? C'est vrai qu'il y a la pâleur tétano-muqueuse. C'est vrai que peut-être il y a une fièvre, voilà, qui va expliquer, qui peut être expliqué, qui peut expliquer un syndrome infectieux, mais il n'y a pas un syndrome hémorragique. Il y a aussi la notion de quoi? D'habitat rural et surtout de chien malade dans l'entourage. D'accord? Bon, déjà, ouais, directement, lorsqu'il dit un chien, c'est-à-dire directement, il faut penser aux étiologies qui sont en rapport avec le chien. Je ne sais pas, soit la rage, soit leishmaniose, etc. L'essentiel, c'est quelque chose en rapport avec le chien. Ou la paludisme, ou l'essentiel qui ont un rapport avec le chien. D'accord? Alors, la locose aiguë, elle est peu probable par rapport aux autres propositions. Alors, A, c'est faux. Elle est fausse. Leishmaniose viscérale. Alors, comme vous savez, les leishmaniose viscérale, donc quoi? Comme vous savez, les leishmanies vont envahir le système réticulo-endothélial, d'accord? Et donnent quoi? Donne un syndrome tumoral, d'accord? Suite à la prolifération de ces parasites dans le système réticulo-endothélial, c'est-à-dire on trouve une hépatomégalie, splénomégalie, parfois même des adénopathies, d'accord? Et qui dit envahissement
médulaire, c'est-à-dire on peut trouver aussi une insuffisance médulaire, c'est-à-dire qui peut se traduire par quoi? Par une anémie, c'est-à-dire une pâleur qui est anémiqueuse. Et bien sûr, il y a d'autres explications à cette anémie dans la leishmaniose, d'accord? Par exemple, elle peut être due à une autolyse ou même parfois à une séquestration splénique, pardon. C'est-à-dire les globules rouges vont être accumulés dans la rate par rapport aux autres corps ou là par rapport aux autres organes du corps, d'accord? C'est pour ça qu'on trouve cette anémie dans le sang périphérique. Il y a aussi une chose très caractéristique dans la leishmaniose viscérale qui est la fièvre. Et l'aspect de cette fièvre, ou le type de cette fièvre, c'est une fièvre de type, ou ce qu'on appelle une fièvre folle, c'est-à-dire elle est anarchique, d'accord? Elle est parfois très élevée, puis elle s'abaisse, etc. D'accord? Alors ce qu'on appelle une fièvre folle. Alors, dans le cas clinique, on a quoi? On a une fièvre qui dépasse 39 degrés Celsius, rebelle aux antipyrétiques, d'accord, avec une allure anarchique, d'accord? Alors, ce type de fièvre, il est caractéristique de leishmaniose viscérale, d'accord? Et bien sûr, avec la notion d'un syndrome tumoral, voilà, comme vous voyez ici, il y a la notion d'une apparition d'une distension abdominale importante, d'accord? Où il y a aussi la notion d'habitat rural et de chien malade dans l'entourage. En plus de ça, même Gigel, c'est un foyer endémique de leishmaniose viscérale. Alors je trouve que la réponse la plus probable, c'est B, d'accord? C'est la leishmaniose viscérale. Pour le lymphome abdominal, parfois oui, on trouve un syndrome tumoral, on trouve une hépatomégalie, splénomégalie, etc. Mais on trouve la notion de douleur abdominale, on trouve la notion d'acide, d'accord? Même on trouve parfois même la notion de sueur nocturne, d'accord? Alors, c'est pas un tableau de lymphome abdominal, c'est pas un tableau typique, surtout parce qu'on a la notion d'habitat rural et de chien. D'accord? Alors, c'est pas un tableau de lymphome. Pour le paludisme, généralement, il dit qu'il y a une notion de voyage vers les pays endémiques. On trouve le type de fièvre. Le type de fièvre, il est soit tierce ou laquarte selon le type du parasite. D'accord? Où il y a aussi on trouve la notion de l'accès palestre, avec la triade frisson, fièvre, puis sueur. D'accord? Alors, ce tableau clinique n'est pas évocateur du paludisme. Pour le brucellose, généralement, il y a la notion de sueur nocturne, il y a des adénopathies, il y a la notion de consommation des produits laitiers non pasteurisés, ou aussi la notion de fièvre ondulante. D'accord? Pas d'allure anarchique. Ondulante, c'est-à-dire elle s'augmente progressivement, puis elle se diminue progressivement. D'accord? Alors, normalement, là, c'est clair qu'on va cocher. D'accord? Allez, on passe directement à la deuxième question. Alors, quels sont parmi les signes cliniques suivants ceux qui vous permettent d'évoquer le diagnostic? Cochez la réponse fausse. Une fièvre anarchique, hypotomégalie, splénomégalie atteignant la fosse iliaque gauche, pâleur kétanémiqueuse intense ou là, aucune de ces réponses. Normalement, on a répondu à cette question. On a dit que la fièvre anarchique, voilà, c'est un élément caractéristique de leishmaniose viscérale, ce qu'on appelle la fièvre folle. L'hépatomégalie, oui, c'est juste l'hépatomégalie et la splénomégalie parce que, comme on a dit, il y aura un envahissement du système réticulo-endothélial par les leishmanies, alors on trouve une hépatomégalie et une splénomégalie, d'accord? Et pour la pâleur kétanémiqueuse intense, qui est la traduction de l'anémie, d'accord? Alors, A, B, C, D sont justes, alors on va cocher E. Voilà, E, c'est la réponse fausse. Aucune de ces réponses, alors E, c'est la réponse fausse. Allez, la question suivante. Alors, quel examen demandez-vous pour étayer le diagnostic? La réponse fausse. Alors, est-ce qu'on va demander la FNS, VIS, électrophorèse des protides, électrophorèse de l'hémoglobine ou la ponction de la moelle osseuse? Alors, pour la FNS, oui, on a dit que la leishmaniose, elle peut donner des anémies. Alors, on doit demander la FNS pour voir la valeur de cette anémie, par exemple. Le VIS pour voir si un syndrome inflammatoire. Alors oui, c'est logique qu'on peut demander la VIS. L'électrophorèse des protides. Il y a une caractéristique de la leishmaniose lorsqu'on demande l'électrophorèse des protéines. Ou, comme vous savez, lorsqu'on fait le rapport entre l'albumine et les gamma-globulines, on trouve quoi? On trouve généralement l'albumine, il est prédominant par rapport aux gamma-globulines, chez le CG normal. Par contre, chez les patients atteints
par la leishmaniose viscérale, on trouve une inversion de de ce rapport. D'accord. Alors on trouve une hypoalbuminémie et une augmentation des gamma-globulines par la production des IgG. D'accord. Alors il y a, comme on a dit, lorsqu'on demande le protytogramme, on trouve quoi? On trouve une inversion de ce rapport albumine sur globuline. On trouve une hypoalbuminémie, d'accord, et une hypergamma-globulinémie suite à la production des IgG. Alors, c'est légiste, on peut la demander, d'accord. Pour la proposition de l'électrophorase de l'hémoglobine, il n'y a pas d'intérêt. Généralement, on la demande les hémoglobinopathies, bêta-tal, alpha-tal, les drépanocytoses, etc. Et pas dans la leishmaniose viscérale, parce qu'on ne va rien trouver, d'accord. Et pour la ponction de moelle osseuse, oui, bien sûr qu'on va demander la ponction, et dire comme c'est que la ponction de la moelle osseuse, c'est l'examen de certitude, la leishmaniose viscérale. Parce que lorsqu'on fait la ponction de moelle osseuse, on peut trouver le parasite, d'accord. Oui, on le trouve sous forme d'amastégote. Amastégote, c'est-à-dire avec la forme sans flagelle. C'est-à-dire amastégote dans les macrophages, d'accord. Alors la ponction de moelle osseuse, oui, bien sûr qu'on va la demander parce que c'est le diagnostic, c'est l'examen complémentaire de certitude. Alors là, on va cocher D. D, c'est la réponse fausse. Allez, on passe à la question suivante. Alors, 89, les anomalies de la veine seraient une. Cochez la réponse juste. Anémie hémolytique, leuconeutropénie, thrombopénie, toutes les réponses sont justes, là, toutes les réponses sont fausses. Comme on a dit, la veine, on peut trouver une anémie hémolytique, mais elle peut être aussi due à une insuffisance médulaire par l'envahissement du Leishman, d'accord, l'envahissement de la moelle osseuse par les leishmanies, d'accord. Ou la tanie, elle peut être liée à la séquestration splénique, comme on a dit, d'accord. L'essentiel, oui, l'anémie, elle peut être trouvée à la FNS. La leuconeutropénie, oui, c'est juste on peut trouver une leuconeutropénie, c'est toujours par rapport à l'insuffisance médulaire, d'accord. Et la thrombopénie aussi. Toujours, c'est la même physiopathologie. Alors A, B, C sont justes. Bien sûr, là qu'on va cocher, toutes les réponses sont justes. Alors on va cocher D. Allez, on passe. Très bien, c'est la dernière question. Alors, quel est l'examen complémentaire qui vous permet de confirmer le diagnostic? Cochez la réponse juste. L'écho-abdominal, TDN abdominal, l'immunoélectrophorèse ou la ponction de moelle osseuse ou le frottis sanguin. Normalement, on a répondu à cette question et on a dit que l'examen de certitude, c'est la ponction de moelle osseuse parce qu'elle permet de détecter, voir s'il y a des amastégotes dans les macrophages. D'accord, au niveau de la moelle osseuse. Pour l'écho-abdominal, elle peut voir s'il y a une hépatomygalie, splénomégalie, etc. Mais ce n'est pas un examen complémentaire de confirmation. D'accord. L'immunoélectrophorèse. Oui, c'est vrai, parfois on utilise l'immunoélectrophorèse, mais ce n'est pas un examen de certitude, d'accord, parce qu'elle peut être positive, elle peut être négative, d'accord. Alors l'examen de certitude, c'est la ponction de moelle osseuse. Et le frottis sanguin, non, il n'y a pas d'utilité du frottis dans la leishmaniose. Parce que comme on a dit, le germe va envahir le système réticulo-endothélial, c'est-à-dire tout ce qui est foie, tout ce qui est la rate, la moelle osseuse, etc. et pas le sang périphérique, d'accord. C'est pour ça qu'on demande la ponction de la moelle osseuse. Normalement, c'est un cas très facile. Alors, c'est bien. Alors, on va passer directement au troisième cas clinique.